Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de la part de Mano Médical. Donc, je vous présente notre présentatrice, Dr Anne-Christine François, qui est vétérinaire référente au centre Altervet à Namur en Belgique, qui est spécialisée en physiothérapie et rééducation animale. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle session sur la thérapie laser, sur les applications de la thérapie laser chez les animaux de compagnie. Et cette présentation sera disponible, comme tous les autres webinaires, sur notre chaîne YouTube de Mano Médical en replay. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez les taper dans l'interface prévue à cet effet et nous y répondrons à la fin de la présentation au cours de la session de questions-réponses. Voilà. Anne-Christine, je vous laisse maintenant la parole pour ce webinaire et bonne écoute à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire sur la thérapie laser. Il s'agit en fait d'un cycle de 2 webinaires et donc nous sommes au 2e. Donc, la thérapie laser chez les animaux de compagnie, les applications cliniques. Et donc, nous allons voir ensemble plusieurs applications cliniques, la gestion de la douleur, la gestion du péropératoire et du post-opératoire, tout ce qui est blessures cutanées, dermatologie et pathologie des tissus mous, les pathologies des voies respiratoires, les pathologies de la cavité buccale, des pathologies abdominales, celles du système nerveux, et on va prévoir la session de questions-réponses. Alors, la gestion de la douleur. De la vie générale, à l'époque, si un animal mangeait toujours et semblait bien aller, c'est qu'il ne devait pas avoir mal, de même que pour les humains. Ça correspond quand même à une pensée qui est un peu dominante, y compris en néonatologie humaine, où jusqu'au début des années 90, il y avait de nombreuses chirurgies qui étaient faites sur des enfants, voire même des nouveau-nés, sans anesthésie ni analgésie, car les études n'avaient jamais montré que les bébés ressentaient de la douleur. Donc, pour vous dire à quel point, quand même, cette vision qu'on a aujourd'hui de la douleur est différente, encore heureux, et qu'il faut donc bien la prendre en compte. Parce que cette douleur, quand elle est non traitée, elle va entraîner des tas de changements chimiques et neurologiques qui, si donc ne sont pas pris en compte, peuvent avoir des conséquences physiologiques graves. En fait, on va avoir une cascade d'événements et de libération de cortisol, catécholamine, toutes ces hormones qui vont entraîner un syndrome de réponse inflammatoire systémique. Et sans contrôle, ce syndrome de réponse inflammatoire systémique va entraîner un syndrome de dysfonctionnement multi-organes. Donc, c'est vraiment important de traiter cette douleur et on peut le faire grâce au laser. Donc, il y a différentes étapes dans le cheminement de la douleur. On a d'abord la transduction. Donc, c'est le moment où le stimuli douloureux est transformé en stimuli nerveux, électrique, en message électrique. Et donc, à ce niveau-là, le laser va avoir un effet de releveur des potentiels d'action des terminaisons nerveuses endommagées, ce qui donc rend leur dépolarisation plus difficile. Donc, quelque part, on va dire aux nocicepteurs, on n'a pas mal à partir de là, mais on a mal à partir de là. Et on va aussi avoir donc une diminution de la bradykinin à la source de la blessure. Et ainsi, on va pouvoir augmenter effectivement le seuil de tolérance à la douleur. Ensuite, il y a la transmission. La transmission, c'est quelque part la transmission du message nerveux le long de la moelle épinière. Et donc, le laser va permettre de diminuer la conductibilité de l'influx douloureux, de diminuer l'intégration au sein de la moelle épinière et de diminuer la libération synaptique de la substance P, qui est le principal médiateur de la transmission du stimulus nociceptif. On va avoir aussi un effet sur la modulation de la douleur. On va avoir une augmentation significative du taux d'endorphine dans le sang grâce au laser et avoir une action gate control. Alors, qu'est-ce que cette action gate control? Vous savez, quand on se cogne le coude, si on frotte son coude, on n'a plus mal. En fait, ce qui se passe, c'est que les fibres qui amènent le message du frottement sont plus rapides que les fibres qui amènent le message de la douleur. Et donc, grâce à cette rapidité, le message de frottement va à un moment donné arriver plus vite et donc prioritaire au niveau du traitement du cerveau, prioritaire sur le message douloureux parce qu'il sera arrivé en premier. Et c'est comme ça qu'effectivement, on a plus mal une fois qu'on frotte son coude. Et donc, ce laser a ce genre d'effet au niveau de la douleur et donc permet de la traiter en privilégiant d'autres sensations. Enfin, on a la perception. Donc, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur excitateur qui module la réponse à la douleur.
Elle améliore aussi la bonne humeur et ainsi un sentiment de bien-être de manière générale. Et le laser permet d'augmenter cette sérotonine, aussi la bêta-endorphine, ainsi que l'acétylcholine, qui sont, elles, toutes les deux, cette acétylcholine, elle est bénéfique dans le traitement justement de la douleur. Alors, on va avoir des effets analgésiques donc directement sur les nerfs. C'est ça que vous devez retenir, avec une augmentation du potentiel de repos. Et donc, on va pouvoir utiliser ce laser pour gérer la douleur de toutes les blessures aiguës superficielles, toutes les blessures dues à un phénomène inflammatoire, tout ce qui est blessures chroniques superficielles, des aiguës en superficielle, des profondes, en aiguë et des profondes aussi en chronique. Je vous ai remis ici le nombre de joules par centimètre carré. Cela dit, je vous invite à utiliser plutôt les programmes qui sont préenregistrés dans votre laser. Pour la gestion du per et du post-opératoire, donc la thérapie laser va vous permettre d'améliorer le confort de vos patients. Et donc, du coup, les propriétaires vont être plus satisfaits. Ils vont généralement facilement accepter la technologie malgré éventuellement un surcoût lié aux frais de traitement. Mais ça, c'est vraiment pour eux important que l'animal n'ait pas mal. Je vous ai remis ici une étude assez intéressante de 2017. Donc, l'objectif de cette étude était d'évaluer l'influence de la laser thérapie, donc LT, en pré-op, sur les résultats thérapeutiques post-opératoires. Et cela, ils l'ont fait sur des chiens qui ont subi un nivellement du plateau tibial. C'est une étude faite en aveugle, prospective et randomisée. Donc, les chiens ont été divisés en deux groupes aléatoires, un groupe laser, un groupe sans laser. Et donc, la boiterie, la réponse à la manipulation, l'analyse sur plateau de force, avant la chirurgie, 24 heures après, 2 semaines après et 8 semaines après ont été mesurées. Et on a aussi fait des radios pour voir s'il y avait au niveau osseux un changement entre les deux groupes, des signes de guérison différents entre les deux groupes. Donc, il y a eu 27 chiens dans cette étude. Donc, pour la peine, le N est quand même honorable. Et donc, 8 semaines post-opératoires, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit laser, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. 8 semaines post-opératoires, le groupe avec laser avait une force verticale maximale plus importante que le groupe qui n'avait donc pas reçu de laser. Il faut savoir que ce tapis de force, cette mesure sur le tapis de force, c'est quand même le gold standard des mesures qu'on peut faire autour des allures chez le chien. Et donc voilà, on a quand même ici une différence significative en une seule séance de laser préopératoire. Une seule. D'accord? Donc c'est aussi quelque chose d'important à souligner pour vous dire que le laser peut vraiment avoir des effets rapides et qu'il est donc intéressant. Voilà, donc on va utiliser notre laser en péropératoire pour réduire par exemple la gravité de l'inflammation post-op. C'est pour ça qu'on l'utilise en pré-op ou pendant l'opération en fonction des besoins. Par exemple, après un traumatisme tissulaire, grâce à la lumière laser, vous allez avoir vraiment immédiatement une diminution de la libération de les cytokines et une réduction de l'activité cellulaire inflammatoire. Et lors du traitement pendant l'opération, quand le tissu cible peut être visualisé, on peut aussi éventuellement délivrer des doses, mais très petites alors, de 3 à 4 joules par centimètre carré, avec max 4 watts de puissance. Donc, il faut vraiment réduire. Moi, je ne vous conseille pas spécialement de le faire dans un premier temps. Je vous conseille plutôt de vous concentrer sur le préopératoire alors. Mais donc, effectivement, souvent en post-op, ce qui nous fait mal, c'est plutôt l'inflammation. Et grâce à cette séance pré-op, juste avant l'opération, on pourrait diminuer cette inflammation. En post-opératoire, évidemment, on va réduire la douleur, réduire l'œdème en améliorant le flux sanguin. On aura l'occasion de refaire la première séance du webinaire qui vous expliquera comment et pourquoi le laser améliore le flux sanguin, réduire l'inflammation, favoriser la guérison et favoriser un retour plus rapide des fonctions. Sur cette image, à gauche, vous avez donc c'est un beagle avant son traitement laser. On remarque qu'il porte son postérieur droit plus vers l'avant afin de soulager le poids du corps et la pression menée sur ce postérieur. Et on remarque qu'il a un hématome très important, mais qu'il a aussi un œdème très important, ce qu'on remarque particulièrement au niveau du calcanéum qui est donc œdémacié. Et on va faire donc une séance laser et on va avoir l'image de droite
2 jours après donc, la séance laser, on a l'image de droite. On voit que le chien a à nouveau retrouvé un appui similaire globalement sur ses 4 pattes, ou en tout cas, il pose son postérieur droit à côté du postérieur gauche. Et on voit que ce calcanéum ressemble déjà un peu plus à un calcanéum et que l'œdème est parti. En une séance, voilà le résultat 48 heures après. Alors, les blessures cutanées, il faut savoir que le laser améliore la cicatrisation des plaies et de beaucoup d'autres affections dermatologiques. Et c'est d'ailleurs l'une des applications les plus étudiées et les plus largement utilisées de la technologie. Donc, ce laser, il va, vous le savez, hein, cette cicatrisation, c'est un processus en plusieurs étapes. On a la coagulation, l'inflammation, la formation du tissu de granulation, la synthèse de collagène, la phase d'épithélialisation et le remodelage tissulaire. Et on sait qu'une réponse inflammatoire inappropriée, une mauvaise angiogénèse ou des défauts de production et du collagène ou des problèmes de différenciation du collagène vont entraîner des retards de cicatrisation et un risque accru d'infection. Donc, il faut restaurer la fonction, entre guillemets, biologique normale des cellules. Et pour ça, en augmentant leur bon fonctionnement grâce à l'augmentation de la chaîne respiratoire et de la formation d'ATP. Ça, à nouveau, si on a l'occasion de se revoir pour le webinaire numéro 1, j'aurai l'occasion d'expliquer comment le laser augmente la respiration cellulaire. On va, grâce au laser, avoir un meilleur alignement et une meilleure organisation des fibres de collagène, une augmentation de l'oxygénation, une augmentation du flux sanguin et de l'angiogénèse, et une augmentation de la fonction des macrophages pour moduler la réponse immunitaire. Et on a aussi un effet antimicrobien. Il y a en fait pas mal de propos autour du laser et des bactéries. Il semblerait effectivement qu'in vitro, certaines bactéries aient tendance à se multiplier sur effet laser, mais qu'in vivo, grâce entre autres au système immunitaire du porteur, on n'a pas du tout que du contraire, on a plutôt une diminution du nombre de bactéries. Donc, je ne peux que vous inviter à utiliser votre laser comme antimicrobien. On va du coup en discuter un petit peu. On a une diminution de la croissance microbienne, hein, y compris des espèces pathogènes opportunistes courantes comme Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus ou Candida albicans. Donc, il y a eu une étude sur des rats infectés par Staph aureus résistant à la méticilline, donc ce qu'on appelle un SARM, donc un organisme multirésistant. Et donc, on a fait du laser et ça s'est montré efficace pour réduire la prolifération bactérienne. Et dans une autre étude, toujours chez le rat, la thérapie laser s'est révélée prometteuse en tant qu'additif ou solution de remplacement à certains agents pharmacologiques dans le traitement d'ostéomyélite induite aussi expérimentalement avec, à nouveau, un Staph aureus résistant à la méticilline. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser votre laser, y compris s'il y a des plaies. Et donc, je vous ai remis ici pour tout ce qu'on pouvait effectivement avoir comme cas de figure, donc des blessures, qu'elles soient superficielles ou profondes, aiguës ou chroniques. On a tout ce qui est inflammation, infection. Je vous ai remis ici les fréquences en fait à droite, idéalement utilisables pour, si on veut lutter contre l'inflammation, contre l'œdème, etc., ou contre l'infection, va jusqu'à 10 000 Hz. Alors, dans le traitement des plaies, ici, je vous ai remis donc des photos. Alors, j'ai mon petit pense-bête pour pouvoir vous raconter l'histoire. Donc à gauche, je cherche ma souris pour essayer de vous montrer, voilà, avec un petit pointeur laser. Donc ici à gauche, on a la plaie telle qu'elle a été présentée le premier jour. C'est un paint de 19 ans. Il a voulu sauter les fils électriques, bref, il s'est blessé. On a donc un flap de peau qui est ici. On a une abrasion qui s'étend ici aussi dorsalement. Et alors, on voit ici le tendon de l'extenseur devant qui est abîmé par la même occasion. Bon. Ici, c'est le jour numéro 8 en Belgique, mais 8 en France. C'est le jour numéro 8. Et ça, c'est l'image de la plaie avant la première application laser. Donc, OK, il y a eu 8 jours entre ces deux photos. Il n'y a pas eu de laser entre ces deux photos. Ensuite, la troisième photo ici, c'est le jour numéro 12.
Il y a eu 2 séances de laser entre le jour 8 et le jour 12, au jour 8 et 9 pour être très précise. Et donc, on remarque quand même une marge épithéliale qui est en train de se former. On a une réduction de tout ce qui est œdème et l'inflammation. Et on a un début d'adhérence du flap de peau. Et sur cette image-ci, on est au jour 26. Donc, il y a eu effectivement plusieurs thérapies laser. Il y en a 8 en tout. On voit qu'il n'y a pas de granulation excessive, or qu'on sait que c'est un problème chez le cheval. On a le flap de peau qui a totalement adhéré. Et on a les marges épithéliales qui ont bien avancé. Ici, on est au jour 46. Donc, on est à plus d'1 mois après la blessure. On voit que ça continue à guérir rapidement. À ce moment-là, en fait, le cheval peut être remonté pendant des sessions courtes et au pas. Il n'a pas de signe de douleur. Et enfin, ici, la dernière photo, c'est le jour 55. Là, à ce moment-là, le cheval est monté régulièrement avec évidemment un petit bandage autour de la plaie. Et donc voilà, on a donc guéri ça assez rapidement en 55 jours, ce qui est encore très raisonnable pour une plaie aussi délabrante dès le départ, grâce à la thérapie laser. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à utiliser votre laser sur tout ce qui est plaie parce que vous allez voir à quel point ça change la rapidité de guérison. Cette fameuse peau représente donc 12 à 14% du poids total du corps et constitue le plus grand organe du corps et une de nos premières barrières aussi. Donc, il faut en prendre soin. Et donc, je n'ai pas refait un topo de toutes les pathologies. Cela dit, vous pouvez utiliser ce laser sur des dermatites de léchage, des sacculites, des abcès anaux, des hématomes de l'oreille. L'hématome de l'oreille, on est bien d'accord, je ne dis pas que ça va résorber tout le sang, que du contraire. Hein, on a dit que le laser avait plutôt la capacité d'augmenter l'angiogénèse et en fait, il crée une vasodilatation, donc qui nous sert pour gérer l'inflammation, mais qui ici ne nous sert pas au moment où on a l'hématome qui se forme. Par contre, pour le guérir, une fois qu'on a vidé le sang et qu'on a fait sa chirurgie, on aura une meilleure récupération avec ce laser. Donc, tout ce qui est folliculite bactérienne, les alopécies non-inflammatoires canines, tout ce qui est infection des tissus, les hygromas du coude, les otites externes. À nouveau, pour les otites externes, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois de recevoir au cabinet un chien qui commence à être dérangé par ses oreilles. Ça ne sent pas mauvais, c'est rouge. En gros, c'est vraiment inflammatoire, mais je n'ai pas de grosses traces d'infection. Et dans notre pharmacie, on a effectivement des produits nettoyants ou des produits traitant directement pour les otites avec antifongiques, un antibiotique qui est souvent pas, entre guillemets, un antibiotique de première intention, et de la cortisone. Donc, on sort, entre guillemets, directement le gros parapluie. C'est pas une super bonne pratique de la médecine vétérinaire. Et donc, ce laser, pour ces cas-là, est vraiment recommandé. Parfois, en une seule séance, cette inflammation cesse. Et du coup, l'animal n'est plus dérangé à son oreille, n'a pas tendance à se gratter et donc ne risque pas de venir se mettre par lui-même une infection. Donc, à nouveau, utilisez-le. Y compris en complément sur des grosses otites, par contre, bien bactériennes, etc. Parfois, ça fait vraiment, pardon, c'est pas parfois, c'est souvent, ça fait très mal au chien. Et donc, moi, je vous conseille, dans plus du traitement habituel, proposer 2-3 jours de laser, le temps de juguler l'inflammation, pour qu'après, le chien ait moins mal et que vous puissiez le traiter avec une meilleure efficacité. Donc, tout ce qui est fistule périanale et aussi tout ce qui est pododermatite. On va voir un exemple tout à l'heure avec, on va voir tout de suite d'ailleurs avec les NAC. Donc, cette thérapie laser a été utilisée pour la cicatrisation des plaies. Ici, il y a une étude qui a été faite chez un lapin, un cas voilà, dont je vous ai mis les références. Ici, je vous ai montré plutôt des pattes de cochon d'Inde parce que comme il n'y a pas de poils, c'est quand même plus parlant que les pattes de lapin avec les poils où du coup, j'aurais moins pu vous montrer les effets. Donc, dans cette étude de 2013, les traitements ont été effectués donc 2 fois par semaine à raison de 6 traitements, avec évidemment des médicaments topiques, des bandages, du management de manière générale. Et donc, il y a eu cette étude. Et alors, ici, les photos que je vous ai mis du cochon d'Inde, lui, n'a été traité que par du laser, sans autres traitements médicamenteux et sans autres on va dire conseils de management parce que c'était un cochon d'Inde avec des propriétaires qui faisaient déjà bien attention à ses besoins. Et donc, on a évidemment à gauche avant les traitements laser et après, à droite,
Ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir une diminution de l'œdème, ici des ulcères, que la peau a cicatrisé, vous voyez, donc en une semaine de traitement laser. Donc, c'est aussi une bonne façon de traiter ces potodermatites. Ici, je vous ai remis un exemple toujours en dermato pour le piquage. Donc là, on a un cacatoès qui, en fait, de lui-même, il fait du piquage, il s'arrache lui-même les plumes. Et donc, il a reçu plusieurs sessions, évidemment, de laser. Et le laser a aussi prouvé son efficacité pour la croissance des follicules des plumes et a donc réduit aussi l'inflammation. Les pathologies des voies respiratoires. Donc, au cours des 10 dernières années, en fait, de nombreuses études ont montré les effets bénéfiques du traitement par laser sur la fonction respiratoire, que ce soit supérieure ou inférieure. Et ces études indiquent que le laser est une modalité efficace pour réduire la douleur, moduler la réponse inflammatoire et augmenter la microcirculation des fonctions des voies respiratoires supérieures et inférieures avec pratiquement aucun effet secondaire. Bon, chez les animaux, si vous voulez traiter les voies respiratoires supérieures, donc faites bien attention aux yeux, couvrez-les. À nouveau, dans le webinaire numéro 1, on passe en revue un petit peu ces conseils d'utilisation. Donc, je vous invite à essayer de nous suivre si vous avez l'occasion lors d'une prochaine webconférence. Il faut donc bien choisir une dose efficace qui doit atteindre le tissu cible sans trop de chaleur. Et alors, on va pouvoir traiter par exemple tout ce qui est rhinite, sinusite, parce qu'on a un effet d'immunomodulation très intéressant par le laser et un effet antimicrobien. Et puis tout ce qui est tonsillite, par exemple, laryngite, etc. Les voies respiratoires inférieures, attention aux yeux. On administre avec la pièce à main au contact de la peau afin de maximiser vraiment la pénétration des photons dans les zones d'intérêt. Et on peut évidemment passer plutôt au niveau des espaces intercostaux avec la pièce à main. Il faut évidemment toujours faire un diagnostic précis parce que, comme peut-être vous le savez, ou en tout cas comme ça a été expliqué lors du webinaire numéro 1, cette capacité qu'a le laser à augmenter la prolifération cellulaire nous intéresse, sauf évidemment en cas de pathologie tumorale où là c'est plutôt l'inverse. Donc il faut éviter de traiter une zone potentiellement tumorale. Et évidemment, on fait toujours attention à la thyroïde pour les mêmes raisons. Cette augmentation de la croissance cellulaire ne nous intéresse pas toujours. Alors, un exemple de traitement pour les pathologies des voies respiratoires, ce serait l'asthme félin. Donc, le but ici est d'appliquer les effets anti-inflammatoires et immunomodulatoires du laser. Et il y a eu une étude en 2014 qui a été faite pour comparer les effets de la thérapie laser sur l'asthme chez le chat à ceux d'un glucocorticoïde. Pardon, c'était une étude, oui, de 2014, c'est bien ça. Et donc, les effets étaient similaires. Donc, le mécanisme de traitement de l'asthme au laser est similaire à celui, en fait, du budesonide. Et ça implique l'ajustement, en fait, du déséquilibre TH1, TH2, qui est donc supposé, dans de nombreuses études, être à l'origine de cette pathologie de l'asthme félin. Donc, effectivement, on peut tout à fait utiliser ce laser à la place du glucocorticoïde. Et une autre étude, utilisant des souris aussi, a montré que le traitement laser inhibe la bronchoconstriction, l'inflammation TH2 et le remodelage des voies respiratoires dans l'asthme allergique, induit de manière expérimentale. D'autres idées seraient par exemple pour tout ce qui est trachéobronchite ou pneumonie. Alors, pour la cavité buccale, on a aussi pas mal de possibilités grâce à ce laser. Quelle que soit la cause de l'inflammation, à l'exception de tout ce qui est malin, évidemment, les lasers thérapeutiques peuvent être utilisés dans la cavité buccale. Par exemple, pour la maladie parodontale, on vous donne des valeurs différentes si vous utilisez votre laser avec la bouche ouverte ou bouche fermée. Donc, on voit sur la première photo qu'on lève la babine du chien et qu'on peut passer le laser sur ses dents, ou on peut le faire à travers la joue, bouche fermée. Et donc, effectivement, les paramètres sont différents. Donc, mais souvent, ça c'est dans vos lasers, c'est bien expliqué. Il y a tout ce qui est stomatite, blessure. Une question qui revient souvent, c'est l'utilisation du laser pour tout ce qui est ulcère bucco chez le chat. Je tiens à rappeler que le laser, par contre, n'est pas antiviral et que si la cause sous-jacente est un virus, le laser va aider à la guérison de l'ulcère, mais n'aidera pas à l'élimination du virus. Et donc, le problème réapparaîtra si on ne traite pas le problème de fond.
Ensuite, les pathologies abdominales. C'est un symptôme courant en fait de la plupart des maladies gastro-intestinales et urinaires, d'ailleurs, de petits animaux. Donc, on pourrait tout à fait imaginer utiliser ce laser comme anti-inflammatoire. Je vais vous rapporter ici le cas d'une petite femelle stérilisée Shiba Inu de 7 ans qui est chez propriétaire depuis 2 ans. Elle s'appelle Voxen. Au départ, elle a été amenée pour une ténosynovite bicipitale à droite et une tendinopathie du supraépineux qui ont tous les deux été traités. Cela dit, en discutant avec les gens, on s'est rendu compte que donc Voxen avait comme diagnostic aussi d'être porteuse d'une inflammatory bowel disease, donc une maladie inflammatoire de l'intestin. Et donc, c'est une petite chienne qui a tendance à perdre du poids, qui a des douleurs qui l'empêchent en fait de dormir. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, comme c'est inflammatoire, on va essayer avec le laser. Il faut savoir que la chienne donc, a bien toléré la procédure et la propriétaire a directement vu des effets bénéfiques et entre autres, la chienne a pris du poids. Et donc, à nouveau, ce n'était au moment où ce cas clinique a été réalisé, ça faisait peut-être pas spécialement partie des pathologies cliniques les plus souvent abordées pour le laser, mais vous voyez, parfois, il ne faut pas hésiter à oser. Alors, les pathologies du système nerveux central. Donc, il faut savoir que le système nerveux, le système nerveux central et les nerfs du système nerveux périphérique sont très accessibles à la luminothérapie parce qu'ils sont généralement pas très loin, en fait, sous la surface de la peau. Et donc, on va pouvoir utiliser ce laser soit pour traiter les douleurs neuropathiques ou aider à la réparation ou à la régénération de tissus nerveux endommagés. Alors, la pathologie à laquelle on va tous penser et la pathologie pour laquelle vous devez avoir un laser, c'est la maladie du disque intervertébral. Nous, ici, on fait on ne fait d'ailleurs que de la rééducation et on a vraiment sur ces chiens avec pathologie intervertébrale un avant-après l'utilisation du laser. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à l'utiliser. Ce laser va en fait diminuer les cytokines pro-inflammatoires et les espèces réactives de l'oxygène qui s'infiltrent dans la moelle épinière après une blessure. Il va moduler les médiateurs inflammatoires sécrétés par les cellules de l'anneau fibreux, augmenter la repousse des axones coupés. Et donc, on a une étude qui a été réalisée à l'Université de Floride qui a montré que des chiens traités justement avec une PBM, donc avec la photobiomodulation, de la thérapie laser avant et après laminectomie, c'est pas facile, nécessitaient beaucoup moins de temps pour retourner à un état ambulatoire que ceux qui ne recevaient en fait pas de traitement laser. Donc, c'est vraiment une preuve que juste en post-opératoire, jusqu'à ce qu'ils se remettent debout, il ne faut pas hésiter à faire votre séance laser tous les jours. Et par contre, on a un effet, de plus, on a donc un effet positif sur la régénération nerveuse après une autogreffe. Bon, ça, c'est pas pour demain, mais pour vous montrer en fait que le laser est capable d'aider vraiment à la régénération de ce tissu nerveux et c'est quand même une aide non négligeable. Hein. Voilà. Alors, j'ai peut-être été du coup un petit peu vite aujourd'hui, mais nous sommes donc à la session de questions-réponses. J'ai essayé d'aller au plus vite pour nous laisser un maximum de temps justement d'échange entre nous. Donc voilà, j'espère que vous avez pas mal de questions à me poser. Alors, merci beaucoup, Dr François. Donc, j'ai déjà 3 questions qui attendent. Donc, la première, c'est est-ce que pour les appareils qui n'ont pas de programme préenregistré, oui, vous conseillez un ouvrage de référence ou une source d'information pour réaliser les programmes? Alors, il y a un livre, qui est très bien fait, mais que je n'ai peut-être pas remis ici. Alors, je l'ai peut-être noté ailleurs. Je vais essayer de vous montrer l'image en fait du dit bouquin. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. C'est un petit peu la Bible, à mon avis, c'est ici. Je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que je l'ai gardé. Zoom, on ne va pas faire de spoil, c'est la première webconférence. Non, je ne l'ai pas gardé. En fait, il y a un livre, effectivement, qui reprend des informations sur la thérapie laser en médecine vétérinaire. C'est un gros bouquin de référence. Je vais essayer vraiment de vous le retrouver, au moins le titre rapidement. Hop, hop, hop.
et peut-être l'auteur que vous puissiez, je sais qu'il est disponible par exemple entre autres sur Amazon. Donc le titre c'est voilà, Laser Therapy in Veterinary Medicine, évidemment c'est de l'anglais. C'est chez Blackwell que ça a été, donc les maisons d'édition c'est Blackwell, et le premier auteur c'est, il y a 2 auteurs, donc Ronald J, dont je ne connais pas le prénom, Riegel, et John C. Godbolt Jr. Je sais que chez Manomédical, vous connaissez ce livre, donc peut-être ce sera l'occasion de proposer aux gens de... Alors, je vais peut-être essayer avec mon autre ordinateur de vous faire un point sur ce bouquin. Voilà, je vais essayer de vous montrer la couverture. Zoup, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est la couverture du 10 bouquins de référence que vous pouvez franchement utiliser. Il va aborder vraiment le laser dans sa totalité, depuis comment ça fonctionne, pourquoi, comment je peux l'utiliser, le nombre de joules. Aujourd'hui, on a vu un petit peu des fréquences qui pouvaient être utiles, et donc vous permettre en fait de créer un peu votre protocole. Attention qu'il faut aussi toujours veiller à la puissance de départ de votre laser. Si vous avez un laser peu puissant, ben, effectivement, il y a des pathologies que vous ne saurez pas traiter parce que quelque part, vous n'aurez pas la puissance pour amener assez de photons dans le tissu lésé. Voilà donc le bouquin que j'utilise, ma Bible du laser. Voilà, merci beaucoup. Alors, la question suivante est très pratique. Donc, si on doit traiter une otite externe, en pratique, comment fait-on pour utiliser le laser, c'est-à-dire le pavillon extérieur, intérieur? Oui, alors à nouveau, on a 2 façons de pouvoir procéder. Je n'avais pas mis, non, j'ai pas mis d'image. Donc, pour les otites, soit l'animal tolère et vous pouvez venir avec le laser dans l'oreille, ouvrir, donc, enfin, lever le pavillon pour les oreilles tombantes et placer là votre laser. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous êtes vraiment au contact de la peau inflammée. Le désavantage, c'est que c'est plus difficile de traiter le canal dans sa profondeur. La solution que je privilégie et que je trouve généralement la mieux tolérée par les chiens, c'est de venir plutôt traiter par l'extérieur, donc bien sur le canal auriculaire. Et donc, si le chien a une oreille tombante, ok, je lève le pavillon, mais je traite bien mon canal. Et je fais un petit peu à l'intérieur, mais en fait, j'essaie surtout de traiter ce canal. Et normalement, dans les lasers, dans les programmes pour otite, dans les lasers que vous allez pouvoir trouver sur le marché, évidemment, les paramètres sont adaptés et certains proposent même, entre guillemets, à l'extérieur ou par voie interne, donc ou par l'oreille dedans ou par la voie extérieure. Je préfère la voie extérieure parce que bien souvent, les chiens le tolèrent mieux. Maintenant, c'est évidemment différent d'un chien à l'autre. Les deux façons se valent. Et donc, voilà comment on peut faire. Ou dans l'oreille, par l'oreille ou bien sur le canal par l'extérieur. Voilà. Alors, j'ai une autre question très pratique. Donc, sur quelle partie de la plaie ou de la blessure doit-on diriger le faisceau en cas de une blessure ou bien en cas de chirurgie, donc suture? Alors, donc il faut toujours placer votre pièce à main du laser perpendiculairement à la zone que vous souhaitez traiter. Pour les plaies, moi je traite vraiment de manière large ma plaie. Je fais une belle marge aussi de tissu sain parce que c'est depuis ce tissu sain que vont pouvoir venir les vaisseaux sanguins. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter toute la plaie, y compris des marges saines. Donc, pour rappel, le laser, sur le premier effet qu'il a au niveau de la cellule, c'est de permettre à la cellule de mieux respirer. Donc, le fait de l'appliquer sur des tissus sains n'a aucun effet délétère. Donc, on fait sur sa plaie une belle marge saine, bien perpendiculaire, et on passe partout, entre guillemets, sur la plaie. On ne se met pas au contact de la peau, parce qu'évidemment, ça va faire mal. On se met vraiment à la surface. Et on n'hésite pas à traiter que ce soit des plaies infectieuses, des abrasions. Il ne faut pas hésiter à utiliser le laser. Et donc, comme je dis, la seule règle en cas de blessure, c'est de ne pas appliquer la pièce à main sur la plaie, parce que ça fait mal, mais bien en surface et bien faire une marge saine autour et ne pas hésiter à vraiment bien scanner toute la zone, quoi. Et s'il y a voilà, un peu des bords, des rebords, je ne sais pas, des reliefs, essayez vraiment d'être sûr d'avoir bien passer la lumière laser partout. Voilà. Merci.
Alors, je me permets de répondre moi-même à la question suivante. Donc, comment accéder au premier webinaire de cette série de deux? Donc, vous avez accès au replay du premier webinaire sur la chaîne YouTube de Mano Médical. Et le webinaire d'aujourd'hui sera également disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Voilà. Voilà, avec un peu de chance, on en fera encore d'autres. Évidemment, c'est très bien le replay. Mais c'est vrai que du coup, si vous avez des questions, rien de tel que la session en live, comme ça, je peux y répondre directement et probablement qu'on en refera donc, pendant l'année 2020. Tout à fait. Alors, une question suivante qui relève davantage de la clinique. Donc, Oui. le laser est-il utilisable en préopératoire pour diminuer l'inflammation lors d'une chirurgie d'une masse cutanée plus ou moins cancéreuse, difficilement ressécable? Manque de peau. Ça, c'est toujours un peu le débat. Ça va varier d'un cas à l'autre. Et c'est à vous un petit peu de faire la balance risque-bénéfice. Si vous pensez que gérer cette inflammation, malgré le fait que la masse soit tumorale, prime sur le fait que la masse soit tumorale par rapport à l'inflammation, alors faites-le. Ça va évidemment dépendre du cas, ça va évidemment dépendre de comment c'est mis, à quel point on peut ou pas resséquer. Donc ça, c'est toujours difficile de répondre. Par contre, si voilà, vous pensez, par exemple, si vous voulez faire du laser sur des marches que vous estimez être saines pour aider justement à la guérison, pourquoi pas? Après, c'est ça le débat, c'est comment savoir si les marches sont vraiment saines sans la coupe histologique. Donc, c'est pour moi une question, enfin, en tout cas personnellement, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que je ne suis pas devant le cas. J'imagine aussi que en fonction évidemment de l'animal et des attentes des propriétaires, ben, la réponse va être complètement différente, quoi. Et là, c'est un peu à vous de savoir. Effectivement, le laser a un effet anti-inflammatoire, antidouleur, anti-œdème et il aide à la régénération des tissus. Mais justement, cette prolifération cellulaire qu'il induit est donc aussi capable d'engendrer une prolifération de cellules tumorales. Et donc, entre guillemets, c'est le revers de la médaille ou le défaut de la qualité. Et donc, il faut voilà, être capable de juger en fonction du cas. Voilà, je ne peux pas vraiment donner de réponse stricte. Je peux vous dire, OK, le laser, il sert à ça. Attention, il y a ça comme contre-indication, mais vous dire que dans le cas peut-être auquel vous pensez, vous pouvez l'utiliser sans être devant l'animal et connaître l'historique vraiment, c'est toujours difficile de se prononcer. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, dans le cas d'une chirurgie de tumeur mammaire, quelle serait la bonne démarche? Ben, on va rester un peu sur le même genre de réponse, un peu entre deux, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a un intérêt effectivement pour la guérison, pour la gestion de la douleur, parce qu'en plus on sait que ça fait mal ces retraits de chaîne mammaire. Maintenant, cela dit, on le fait quand même sur du tissu qui est potentiellement encore tumoral, à moins qu'on ait vraiment eu l'occasion de prendre des marges très larges et qu'on soit sûr de son coût. Voilà, donc c'est un peu toujours le débat. Maintenant, j'imagine que si ça arrive aussi un animal plutôt en bas âge, on sera peut-être plus précautionneux que si c'est un animal plutôt âgé. Ben, ma foi, peut-être qu'on peut se dire, OK, le but, c'est de lui permettre une cicatrisation rapide. Et si ça revient, ben, ça revient. Et entre guillemets, les propriétaires, ce n'est pas ce qui est le plus important pour eux. Ou nous, en tant que vétérinaires, notre avis sur le cas fait qu'on pense que c'est plus important de l'aider dans son post-opératoire plutôt qu'éviter le retour des tumeurs. À nouveau, ça c'est vraiment à vous de voir en tant que vétérinaire en fonction du cas et de ce que vous avez vu à la chirurgie. Parce que je ne suis pas avec vous à la chirurgie. Donc voilà, ça c'est un peu votre ressenti, quoi. Moi, bah, c'est un peu aussi une question de personnalité. Moi, je suis assez précautionneuse, donc j'aurais tendance à pas le faire. Par contre, peut-être que on peut faire du laser, par exemple sur la peau, mais bien loin, par exemple le long des côtes, etc., pour essayer d'aider quand même à la bonne qualité de la peau, juste en dessous des côtes. Que sais-je, je ne sais pas, c'est difficile. Je ne suis pas avec vous sur cette chirurgie, donc c'est difficile de donner un avis. Voilà. On connaît les avantages, inconvénients du laser et il faut essayer de trouver un juste milieu. Merci beaucoup. Et qu'en est-il d'un cas de fracture ouverte avec plaie surinfectée? Peut-on passer le laser au niveau de l'os exposé? Alors, ça ne pose pas de problème.
Par contre, en termes de fracture ouverte, on ne va pas utiliser le laser quand on a encore des saignements, parce qu'effectivement, il est plutôt vasodilatateur. Donc, il ne va pas vous aider à gérer l'hémorragie, mais une fois que l'hémorragie est jugulée, on peut utiliser le laser, y compris s'il y a de l'os qui est à nu, pour permettre une meilleure guérison des tissus. Après, l'os en lui-même, il y aura sûrement un système, j'imagine, pour le remettre en place et je ne trouve plus mes mots. Soit pour le remettre en place, donc comme des broches ou des plaques ou des vis ou que sais-je. Et après, vous allez essayer probablement d'essayer de refermer quand même la peau au maximum. Après, donc on peut tout à fait passer son laser. On peut le passer au-dessus des implants, utiliser des implants chirurgicaux, parce que désormais, ce sont des alliages et plus des métaux. Donc, on n'a pas de risque de surchauffe. On n'a pas de risque de brûler l'animal à l'intérieur. Là, ce qu'on risque avec ces alliages, c'est que la lumière, en fait, va venir jusqu'à l'alliage et va être renvoyée. Et donc, les photons vont faire 2 trajets. Et donc, la quantité de joules qu'on va amener sur la zone en regard de la plaque va être plus importante. Donc, en cas de ce genre d'implant, on peut utiliser son laser, mais on va essayer de bien faire plutôt les tissus autour et passer quelques fois sur la plaque, mais pas de manière continue. Voilà un petit peu les conseils. Et ne pas hésiter, y compris si c'est peut-être très, très infecté, justement, que du contraire, utilisez votre laser. Je ne peux que vous inviter à l'utiliser. Merci. Et un autre cas clinique, donc s'il s'agit de plaies chroniques du fouet sur des chiens type berger belge, qui nécessitent parfois l'amputation, peuvent-elles être jugulées par le laser? Alors, pour bien connaître le berger belge et le problème, oui, il faut utiliser le laser. Parce que soit on a une plaie, en fait, il faut aussi voir l'historique. Probablement qu'il y a de la douleur neuropathique qui s'est installée parce que justement la plaie en étant chronique, l'animal il se la mâchonne, on connaît le caractère mâchouillant des bergers belges et leur focus quand ils ont quelque chose en tête. Et donc, ils vont mâchouiller, 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 ils vont se blesser, se reblesser, etc. C'est infini. Et en fait, au bout du compte, les nerfs eux-mêmes sont lésés. Et en fait, c'est une des meilleures solutions, c'est le laser parce qu'il traite justement les douleurs neuropathiques. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire sur le bout des fouets des bergers et de tous les chiens d'ailleurs. De un, on n'a pas toujours des solutions avec des pansements miracles, il n'y en a pas. Et justement, grâce à ce laser, on a vraiment une bonne efficacité. Et d'ailleurs, on peut le faire tous les jours quand c'est comme ça. Pour les plaies, si vous avez l'occasion, l'animal, il peut avoir du laser tous les jours en cas de plaie. C'est vraiment pas un problème. On risque pas de surdoser, des choses comme ça. On peut vraiment, vraiment le faire. À nouveau, n'hésitez pas à aller voir la webconférence numéro 1, mais donc sur toutes les affections aiguës, on peut vraiment faire du laser tous les jours jusqu'à ce qu'on obtienne une amélioration clinique. Quand on l'a, on peut commencer à espacer les séances. Et donc, que ce soit pour de la douleur, pour de l'inflammation ou ici pour de la gestion de plaies, au départ, on peut vraiment en faire tous les jours. C'est parfois difficile que les gens se libèrent et trouvent le temps de venir, mais on peut vraiment, en cas de pathologie aiguë, en faire tous les jours. Merci. Et peut-on utiliser aussi le laser dans la gestion des verrues, qui sont a priori des proliférations peu graves, non tumorales? Si c'est non tumoral, donc il faut savoir que le laser, lui, il est plutôt pour la prolifération des cellules, donc il pourrait plutôt justement quand bien même proliférer ces verrues. Donc je n'ai pas en tête d'article à ce sujet bien précis, mais sachant que le laser aide effectivement à la régénération des tissus et à la prolifération des cellules, ce n'est peut-être pas la meilleure indication d'utiliser votre laser pour gérer ces verrues. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, si vous connaissez un petit peu le fonctionnement du laser, vous savez qu'au-delà d'une certaine dose, il est plutôt inhibiteur de la croissance cellulaire. Et donc, on se dit, tiens, on pourrait l'utiliser dans cette utilisation-là, donc d'augmenter la dose pour diminuer la prolifération cellulaire. Cela dit, généralement, les programmes qui ont été créés, c'est plutôt pour de la prolifération, donc il faudrait vraiment augmenter. Ça veut dire aussi que de toute façon, on va aussi risquer de brûler le tissu sain qui est autour. Donc personnellement, c'est quelque chose que je n'essaierai pas de faire, cela dit. Après, chacun est un petit peu libre de faire ce qu'il souhaite. Et donc sur ces verrues, moi j'aurais quand même peur que ça les fasse grandir plutôt que diminuer. Donc à mon avis, il faudrait rester vigilant là-dessus et je n'aurais pas tendance à l'utiliser sur des verrues.
même si c'est non tumoral, parce que le laser risquerait évidemment de les faire proliférer. Merci. Et qu'en est-il d'utiliser le laser sur une femelle gestante? Quelles seraient les précautions à prendre? Alors, donc il faut savoir que le laser, bien qu'il ait un effet systémique de diminution de la libération de certaines cytokines, par exemple, etc., il a quand même un effet fort local. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le laser sur une chaîne gestante, excepté sur son ventre, évidemment. J'aurais tendance... je crois que c'est à peu près là, oui. À mes yeux, c'est la seule contre-indication. C'est-à-dire pas sur son ventre, donc pas sur son abdomen. Donc, on peut tout à fait faire son épaule, son coude, son carpe, ses doigts, sa face si nécessaire. On peut aussi faire le dos. Pour moi, le bassin, je ne le ferai pas. Je ne ferai peut-être pas à partir de la jonction lombo-sacrée, surtout dans les derniers moments où les petits ont pris beaucoup de place. Mais sinon, on peut. Pourquoi? Parce que ce laser reste local. Évidemment, il a des effets secondaires si on devait l'appliquer localement sur l'utérus ou sur l'abdomen, parce que avec sa prolifération cellulaire, il risquerait évidemment de troubler la croissance des fœtus et donc d'être plutôt un traitement négatif pour les petits. Mais donc voilà, le laser agit quand même là où il est utilisé. Donc si vous avez une chienne gestante qui a mal à l'épaule, mal au coude, éventuellement mal au genou, faites-le. Par contre, évidemment, quand vous l'installez, par exemple, elle a mal au genou, vous voulez lui faire un laser sur son genou, quand vous l'installez sur votre table de consultation, eh bien, il faut évidemment veiller à ne pas mettre la lumière laser sur le ventre ou de ne pas évidemment plier, fléchir ce genou, l'amener près du ventre et le traiter là. Ça non, il faut évidemment le traiter loin du ventre par sécurité. Cela dit, si on place bien le laser aussi contre le genou est contre la peau, normalement, on n'est pas censé envoyer de la lumière ailleurs. Donc, par sécurité, on va plutôt reculer un petit peu le membre pour pouvoir traiter le genou et peut-être, au lieu de mettre le laser vers potentiellement le ventre, plutôt vers l'arrière du chien, vers la zone, on va dire, caudale. Comme ça, on n'aurait pas de risque de mettre cette lumière vers l'abdomen de la chienne. Mais donc, voilà, sûrement pas traiter son abdomen. Pour le reste, prendre des précautions pour pouvoir la traiter. Il faut savoir aussi que, voilà, imaginons, vous décidez de traiter une plaie, voilà, qui est, je ne sais pas moi, sur sa cuisse. Le laser, à ce moment-là, si vous choisissez bien le mode plaie, il va se concentrer dans la peau. Il ne va pas normalement aller au-delà. Il ne va pas aller atteindre ni le muscle en dessous, ni l'os en dessous. Donc, quand bien même vous avez un protocole plaie sur l'abdomen, fondamentalement, entre l'épaisseur de la peau, l'épaisseur des muscles, je ne pense pas qu'on arrive jusqu'au petit. Il n'y a évidemment aucune étude là-dessus. Il n'y a eu aucune étude où ils ont été mettre des capteurs de lumière dans l'utérus d'une femelle gestante et ils ont mis du laser par-delà la peau pour voir si... Non, il n'y a pas d'étude. Mais fondamentalement, je n'y crois pas parce qu'on sait qu'avec ce laser, même si on a des effets profondément jusqu'aux muscles et parfois jusqu'aux os, si on choisit une certaine longueur d'onde qui est censée traiter les problèmes dermatologiques, on n'ira pas au-delà de la peau. Et donc, il faut donc juste bien choisir son programme. À nouveau, c'est là l'intérêt de la webconférence numéro 1 où j'explique un petit peu tout ça et je vous donne les clés pour bien comprendre les différents modes de fonctionnement de votre laser. Donc, n'hésitez pas à aller la voir ou à nous revoir en direct après 2020. Merci beaucoup, Anne-Christine. Donc, on a une autre question sur le traitement des zones alopéciques non inflammatoires. Oui. Donc, quels sont les résultats à attendre de ce traitement-là? Eh bien, du coup, le but, c'est évidemment de retrouver une repousse du poil. Donc, avec ce laser, on peut espérer effectivement restimuler la production pileuse. Si c'est non inflammatoire, mais par exemple quand même douloureuse, une zone, par exemple, dans laquelle on a eu des douleurs, une blessure chronique, où on a des douleurs neuropathiques qui s'installent, on peut aussi, grâce au laser, améliorer tout cela. Et alors, si on prend en exemple tout ce qui est... une utilisation du laser que peut-être on ne pense pas directement, c'est tout ce qui est
plaies de léchage, par exemple, là, on peut vraiment avoir des super bons résultats parce que souvent, derrière ces plaies de léchage, si ce n'est pas l'angoisse qui en est la cause, c'est souvent des blessures chroniques ou une douleur quelque part dans les tissus, peut-être qu'on ne voit pas. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, si c'est par exemple sur le bout de la patte, ça pourrait être un ligament contralatéral, une articulation phalangienne qui pourrait faire mal à l'animal et il se lèche, il se lèche, il se lèche. Et donc, grâce à ce laser, en diminuant la douleur neuropathique probablement causée avec cette chronicité, on a de très bons résultats. Je ne dis pas que ça arrive du jour au lendemain. Je dis ça, et par contre, il faut parfois tenir un peu bon sur ce genre de pathologie, mais on a des résultats et qui sont souvent bien plus efficaces et à long terme que les traitements classiques. Et il faut donc à nouveau pas hésiter à en faire tous les jours, si besoin, jusqu'à obtention d'une réponse clinique. Et combien de temps faudrait-il persister sur le traitement dans ce cas-là? Ça dépend un petit peu. On sait que ça va dépendre de comment l'animal réagit. Évidemment, s'il continue sans cesse à se lécher, on va aussi avoir un problème. Normalement, il devrait arrêter au bout d'un certain temps. Le temps peut être plus ou moins rapide en fonction de l'étendue des lésions qu'il y a dessous. Et ça, à nouveau, c'est variable d'un animal à l'autre. Et en fonction aussi de sa propre réaction à la douleur. Donc, il faut savoir que au niveau du cerveau, on a chacun, et ça c'est très individuel, ce qu'on appelle la modulation du message douloureux. Et donc, il y a, comme on dit, il y a des chiens qui ont vite mal et il y a des chiens qui sont hyper durs à la douleur, un peu comme les humains. Et du coup, ça aussi, ça va évidemment jouer sur nos traitements de manière générale. On sait que la peau, il lui faut à peu près 10-15 jours pour se régénérer, on va dire, depuis la cellule basale de l'épithélium jusqu'au bout de la couche coronée. Donc, je dirais qu'il faut au moins se donner 10 jours devant nous en termes de plaies. Hein. On peut se donner 10 jours devant nous, des plaies chroniques, pour voir si oui ou non on a un effet. Pour d'autres pathologies, comme la gestion de la douleur, moi, je me donne toujours 3 à 4 séances laser. Si au bout de 3 à 4 séances laser, pour tout ce qui est gestion de douleur, je n'ai pas un effet, où les propriétaires ne me rapportent pas un effet, alors c'est peut-être que je me suis trompée ou dans le diagnostic ou dans la zone à traiter. Merci. Et qu'en est-il des cas de mycose? Peut-on avoir un effet positif? Alors, donc il y a eu des études de l'utilisation du laser sur Candida albicans et ça, il y a des réponses positives. Pour les autres mycoses, j'avoue ne plus avoir cherché des masses parce qu'évidemment maintenant moi en physiothérapie j'en fais beaucoup moins. En tout cas sur l'effet éventuellement inflammatoire lié, on pourrait avoir avec le laser, on aurait évidemment un effet positif du laser et donc de renforcement de la peau et de la barrière cutanée. Maintenant sur les champignons, je sais que pour Candida albicans ça a été démontré. Pour les autres, je ne pourrais pas vous l'affirmer. Donc, pour tout ce qui est teigne, par exemple, je ne pourrais pas vous l'affirmer aujourd'hui. Il faudrait peut-être que je me renseigne davantage pour voir si ça peut effectivement avoir un effet sur les teignes. A priori, comme ça, moi, j'aurais envie d'essayer, mais je ne peux pas, je ne vais pas vous donner des conseils sans preuve. Donc, voilà, mais je pense que ça pourrait effectivement bien fonctionner, au moins pour la récupération de l'intégrité de la barrière cutanée. Ça pourrait bien aider. Merci. Et une question aussi qui revient souvent, c'est comment choisir l'appareil ou la marque du laser? Alors, voilà, moi, vous l'avez vu, hein, j'ai effectivement sur une mano médicale, c'est bien comme ça que je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu l'occasion de pas mal discuter sur ce laser. Je pense qu'il y a plusieurs critères que vous devez tenir en tête. Le critère numéro 1, c'est de savoir quand est-ce que vous allez l'utiliser et quelles seraient vos utilisations. Si vous êtes, pour pouvoir choisir en fait un peu le longueur d'onde et la puissance de votre laser, si vous êtes par exemple un centre qui fait de la chirurgie, entre autres de la chirurgie nerveuse, tout ce qui est tissu nerveux et donc hernie discale, etc., je vous invite à aller choisir plutôt un laser avec 3 longueurs d'onde. Si vous êtes un cabinet de médecine générale, peut-être que le 2 longueurs d'onde pourrait déjà vous suffire. Cela dit, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir en fait une hernie discale qui est traitée médicalement ou post-opératoire dans votre clientèle et où là, le laser 3 longueurs d'onde, par exemple, aurait un effet supplémentaire et intéressant pour vous. Donc ça, de 1, faire un point de vos besoins.
Ensuite, faire un point de vos capacités financières, je pense que c'est aussi un point important parce qu'on a des prix qui sont parfois très variables, du simple au double pour des puissances équivalentes et des longueurs d'onde équivalentes. Ensuite, autre chose qui, je pense, est important, c'est l'interface. Si vous avez l'occasion de le tester ou d'aller le voir, parce que c'est important que ce laser, vous arriviez à l'utiliser de manière intuitive et facile. S'il vous semble compliqué à utiliser, ben, vous allez vous décourager et peut-être le mettre de côté. Et je crois que le dernier point super important quand on investit dans du matériel en tant que vétérinaire, c'est que la boîte vous propose un bon SAP, un bon service après SAV, pardon, un bon service après-vente. Évidemment, c'est important si on a des soucis, ben, qu'on ne soit pas tout abandonné avec son laser qui ne fonctionne pas, puis qu'on n'ait pas de solution. Donc voilà, mais c'est personnel, hein, c'est mon échelle de valeurs et de critères pour choisir le laser. Donc vos besoins pour choisir les bonnes fonctions, le budget, un bon interface et un bon SAP, quoique on pourrait même mettre le SAP avant l'interface, c'est très personnel. Mais voilà des points auxquels vous devez faire attention. Et je vous invite aussi à, de par vous-même, bien essayer de comprendre quelle est la puissance du laser que vous avez, quelles sont les longueurs d'onde, etc. Cette puissance, elle est importante pour pouvoir, ce sont les watts en fait qu'on va vous donner. C'est important parce que les watts sont des joules par seconde. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de watts, pour donner les joules suffisants, sur certaines pathologies comme l'arthrose, et qui sont, c'est quand même une pathologie qu'on voit souvent, il va falloir du coup beaucoup de secondes. Que si vous avez beaucoup de puissance, pour donner le même nombre de joules pour votre traitement de l'arthrose, vous aurez besoin de moins de secondes. Et alors, bah, du temps gagné, c'est toujours positif dans notre profession. Et puis comme ça, le chien ne doit pas non plus attendre des minutes et des minutes et des minutes pour avoir son traitement. Et ça, je vous invite vraiment à regarder, à bien comprendre voilà, les différents lasers sur le marché. Moi, voilà, je vous le dis, je ne vous cache pas. En fait, j'ai choisi celui de Mano Médical et ensuite, on a discuté ensemble pour pouvoir créer justement ces webinaires sur le laser. Donc, je ne l'ai pas, en toute honnêteté, je ne l'ai pas reçu. Hein, je le paye, je l'ai payé. Et c'est que par la suite qu'on a décidé ce partenariat parce que, voilà, c'est vraiment un appareil que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup au quotidien. Ici, dans le centre de rééducation et de kiné, on a beaucoup de gestion de douleur, donc on l'utilise beaucoup. Et c'est comme ça qu'on en est venu à ça. Donc, voilà, mon premier choix, c'était porté sur ce laser et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres lasers qui sont sûrement très bien. À l'époque, je les avais tous regardés et j'avais choisi celui-ci. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui sont sortis et qui sont très bien aussi, que je ne connais pas ou moins. Surtout que généralement, le marché français est plus riche en matériel que le marché belge. Donc voilà, vous avez peut-être chez vous de nouveaux lasers qui sont apparus et enfin, voilà, que d'ici, depuis la Belgique, entre guillemets, je n'en ai pas entendu parler. Merci beaucoup. Et y a-t-il d'autres questions? Je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions qui ont été envoyées. Sinon, j'en avais préparé au cas où, mais je pense que globalement, on les a abordées. Mais je vais beaucoup trop vite. Hop. J'en avais préparé, mais je pense qu'on les... Voilà, celle-là, on l'a abordée. Ici, donc voilà, ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser. C'est quel programme choisir pour une tendinite? Parce que, par exemple, sur une Mano Médical, vous n'avez pas un programme tendinite, d'accord? Et là, il va falloir regarder la profondeur. Donc, on va aller sur des programmes musculo-squelettiques. Et alors là, en fait, par exemple, sur une Mano Médical, vous avez deux choix. Soit plutôt tout ce qui est arthrose-fracture, soit plutôt tout ce qui est douleur musculaire. Et donc, on va prendre un exemple un peu concret. Le biceps au niveau du membre antérieur, il est vraiment collé à l'articulation. Donc, quand c'est pour aller le chercher, lui, je vais plutôt aller chercher tout ce qui est musculo-squelettique, arthrose-fracture pour être suffisamment profonde pour pouvoir l'atteindre, parce qu'on se rappelle que cette articulation de l'épaule, il y a plein de muscles autour. Et si, par exemple, je suis plutôt sur un fléchisseur, prenons le cas chez le cheval, un fléchisseur, là, je vais plutôt choisir douleur musculaire parce que je vais vouloir aller au-delà de ma peau, mais pas nécessairement jusque l'os. D'accord? Donc, voilà un petit peu une façon pour vous, pour les tendinites, de savoir quel programme choisir, parce qu'il n'y a effectivement pas un programme tendinite. Donc, voilà, c'est une petite question que j'avais préparée, qu'on m'avait déjà posée quelques fois, et j'espère qu'elle vous aura été utile. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Donc, si vous n'avez pas
eu le temps de voir le webinaire en entier, si vous êtes arrivé en cours de route, n'hésitez pas à venir consulter notre chaîne YouTube de Manomédical. Donc, nous allons mettre le webinaire en ligne dans les heures qui viennent. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour et cette séance. à bientôt pour d'autres webinaires Oui. sur le thème du laser et autres. Le thème du laser, effectivement. Et je vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes. Parce que voilà, on arrive dans le mois des fêtes, donc de joyeuses fêtes. Et donc, avec plaisir, je vous retrouverai en 2020 pour essayer de rediscuter ensemble de la laser thérapie. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.